Donc bonjour à tous, à nouveau bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Quelques mots d'introduction pour vous rappeler les règles classiques du webinaire. Vous avez accès au chat dans lequel vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation qui sera assurée aujourd'hui par Loïc, qui va vous parler de la diversification des cultures selon CIPRE. Ce webinaire ainsi que les 3 précédents de cette série seront à retrouver sur le site internet de CIPRE. Les 3 premiers sont déjà en ligne et les replays sont consultables et celui-là sera mis en ligne d'ici une dizaine de jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. On se donne 30 minutes de présentation et ensuite une trentaine de minutes pour répondre à vos questions. À toi Loïc. Merci Marie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des résultats provenant de l'action CIPRE. Alors l'action CIPRE a pour finalité d'accompagner la transition agroécologique des exploitations de la ferme France. Pour cela, des expérimentations ont été menées pour tester des systèmes de culture innovants. Et en 2024, les systèmes sont entrés dans leur 8e année et c'était pour nous l'occasion de faire une mise à jour de ce que nous avons appris, en particulier sur le levier de la diversification des cultures. D'abord, voyons ce qu'est l'action CIPRE et son dispositif expérimental. Alors, l'objectif principal de CIPRE est de permettre l'émergence de systèmes de culture multiperformants, c'est-à-dire conciliant rentabilité, productivité et performance environnementale. Pour cela, CIPRE combine un observatoire des pratiques agricoles, des plateformes expérimentales et des réseaux d'agriculteurs. Alors, CIPRE est une action multi-instituts techniques, donc Arvalis, l'Institut de la betterave et Terrinovia. Alors, le volet expérimentation de CIPRE est constitué de 5 plateformes. Une plateforme en Picardie sur limon profond, une en Champagne sur les terres de craie, une dans le Berry sur sol argilo-calcaire, une dans le Lauragais sur coteaux argilo-calcaire et enfin une dans le Béarn sur terre humifère. Alors, à quoi ressemblent ces plateformes? Ce sont des parcelles mises en expérimentation à partir de 2016 pour au moins 10 ans et qui font de 5 à 10 hectares. On souhaite se retrouver en conditions proches de celles rencontrées par les agriculteurs et les interventions se font avec du matériel d'exploitation. Alors, sur chaque plateforme, on conduit à minima 2 systèmes de culture. Donc, un système témoin qui a une rotation qui correspond à une rotation couramment pratiquée dans la région de la plateforme et que l'on conduit en suivant les conseils des instituts techniques. Et au moins un système innovant. Dans le Béarn, il y a plusieurs systèmes innovants testés. Et donc, ces systèmes innovants combinent plusieurs leviers que nous verrons dans la diapo suivante. Et il faut savoir que les systèmes innovants sont conçus pour répondre aux objectifs globaux de multiperformance, mais aussi à des enjeux spécifiques en fonction des contraintes locales. Par exemple, la diminution du tassement et de battance en Picardie, de la maîtrise des adventices dans le Berry ou de la diminution de l'érosion dans le Lauragais. Alors, quels sont les leviers agronomiques mobilisés dans les systèmes innovants? Alors, tout d'abord, des rotations plus longues et plus diversifiées, avec introduction de double culture, par exemple une cive d'hiver avant une culture d'été, ou une culture dérobée après une culture d'hiver, dans le cas où la récolte se fait suffisamment tôt, et aussi parfois des cultures associées. L'introduction de couverts, donc soit en interculture de façon annuelle, ou parfois en cherchant à maintenir ces cultures intermédiaires plusieurs années en association aux cultures de vente. Par exemple, un couvert de légumineuses associé au colza, de manière à couvrir le sol, réduire les risques de dégâts des ravageurs et limiter le développement des adventices. On utilise également le levier variétal. Et pour ce qui est des pratiques de gestion, on cherche à réduire le travail du sol profond et avoir une certaine flexibilité dans la mobilisation d'outils de travail du sol en travaillant des implantations de cultures en semi-direct ou en strip-till lorsque c'est intéressant. Et enfin, d'autres leviers sont mobilisés plus ponctuellement, comme l'utilisation de pros ou le recours à des produits de biocontrôle. Alors, ce tableau vous montre les cultures présentes dans chaque système, sur chaque site et la durée des rotations. Je ne vais pas tout commenter ici, mais il faut retenir que les leviers mobilisés sont différents entre plateformes et que les rotations sont parfois particulièrement longues dans les systèmes innovants. Par exemple, on passe de 3 à 9 années dans le Berry ou de 2 à 8 années dans le Lauragais. Les systèmes innovants ont été conçus lors d'ateliers comprenant des représentants locaux des instituts techniques et des agriculteurs locaux également. Le choix des espèces cultivées et des pratiques ont été faits pour répondre aux objectifs prioritaires.
mais aussi les objectifs locaux. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les cultures et les pratiques au sein des systèmes innovants peuvent évoluer dans le temps en fonction des apprentissages et des évolutions des contextes locaux. Alors, sur cette diapo, vous voyez les principaux critères d'évaluation des systèmes que je vais présenter aujourd'hui, à savoir que la liste n'est pas exhaustive car je n'aurais pas eu le temps de tous les traiter. Pour ce qui est technique, on regarde donc l'IFT avec comme objectif une diminution moyenne de 50% pour les systèmes innovants par rapport aux témoins. L'azote minéral apporté, avec comme objectif une diminution moyenne de 20% pour les systèmes innovants par rapport aux témoins. En ce qui concerne l'environnement, on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre et à l'énergie consommée, tous deux avec comme objectif une diminution de 20% pour les systèmes innovants. Ensuite, pour ce qui est de la productivité et de la rentabilité, ces deux thématiques sont évaluées par la production d'énergie brute et la marge directe avec aide, respectivement, et avec tous deux comme objectif d'être au niveau du témoin ou supérieur. Pour chaque indicateur, on se pose la question, est-ce que les systèmes innovants atteignent leurs objectifs? On regarde l'effet système, on se demande quel est l'impact des variations annuelles, donc l'effet année, et on cherche aussi à savoir est-ce que les systèmes innovants s'améliorent dans le temps, et pour cela, on évalue l'interaction système-année. Alors, tous les indicateurs sont calculés sur chaque parcelle de chaque système chaque année, et ce, pour toutes les plateformes. Et pour faire le suivi des indicateurs, on utilise Hister. Alors maintenant, on va passer aux résultats. Donc, voici un tableau qui résume les performances relatives des systèmes innovants par rapport aux témoins. Nous voyons qu'en moyenne, les systèmes innovants ont des meilleures performances techniques et environnementales que les systèmes témoins. Donc, ça se traduit par une réduction significative de l'usage des intrants azotés minéraux, moins 22%, des IFT, moins 10% en moyenne sur tous les systèmes innovants, et une amélioration des critères environnementaux, moins 21% d'émissions de gaz à effet de serre et moins 15% d'énergie consommée. Donc, ces résultats sont conformes aux objectifs, sauf pour les IFT, où la baisse est, entre guillemets, seulement de 10% et non significative. En revanche, la production d'énergie des systèmes innovants est en baisse significative de 20% en moyenne par rapport aux témoins. Ensuite, tous les systèmes innovants ont une marge directe avec aide positive, mais néanmoins en baisse significative de 31% en moyenne par rapport aux témoins. Si on regarde l'effet année, il est significatif pour tous les indicateurs considérés, ce qui traduit une variabilité annuelle importante des indicateurs, à la fois pour les systèmes innovants et témoins. Et enfin, l'interaction entre les facteurs année et système n'est jamais significative, ce qui veut dire que l'effet de l'année est le même quel que soit le système, donc innovant ou témoin. Et de cela, on conclut que les performances des systèmes innovants ne s'améliorent pas dans le temps pour tous les indicateurs considérés, ou en tout cas dans les 7 premières années d'essai de l'action CIPRE. Nous allons maintenant regarder un peu plus en détail chaque indicateur. Alors, on va commencer par les IFT. Vous avez sur ces graphiques l'évolution des IFT par plateforme et par système en fonction du temps. On remarque que les situations sont assez variables entre sites, avec des diminutions de l'ordre de 28, 24 et 22% pour les systèmes innovants, pour le premier système innovant du Béarn, dans le Berry et en Picardie respectivement, de 7 et 3% en Champagne, et pour le deuxième système innovant du Béarn. Et en revanche, on observe une augmentation de 21% de l'IFT dans le Lauragais. Alors, la diminution des IFT en Picardie, Berry et Béarn 1 se fait à la fois sur les IFT hors herbicides et herbicides. Nous y observons des séquences de cultures réussies, par exemple un blé tendre suivant 2 cultures d'été par rapport à un blé suivant colza dans le Berry. En Champagne, l'IFT hors herbicide est réduit, mais par contre, l'IFT herbicide est proche du témoin, voire parfois supérieur en fonction des années. Et c'est le contraire dans le cas du système 2 du Béarn. Et dans le Lauragais, malgré nos efforts pour réduire les IFT, ils augmentent par rapport au système de référence. Dans ce cas de figure, le système de référence, c'est un système de blé dur tournesol. Et c'est un système qui a, en raison de ses cultures, un IFT faible. Et dans le système innovant de cette plateforme, certaines des nouvelles cultures qu'on introduit pour répondre aux objectifs ont en fait un IFT plus élevé. Et en plus, dans le Lauragais, on cherche à réduire le travail du sol pour limiter les risques d'érosion. Et donc, tout ça combiné fait que l'objectif de réduction de 50% des IFT est très compliqué à atteindre sur cette plateforme. Donc, ici, en fait, aux antagonismes entre performances, et c'est parfois difficile d'être performant sur tous les critères. Et sur cette plateforme, en conséquence de
cette observation, on s'autorise maintenant à certains endroits du système innovant le recours à une charrue d'échaumeuse pour mieux gérer les adventices, mais avec potentiellement une réduction de nos gains sur la limitation de l'érosion dans ce cas précis. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les systèmes innovants utilisent moins d'azote, consomment moins d'énergie et émettent moins de gaz à effet de serre conformément aux objectifs que nous nous étions fixés. Alors, dans le réseau CIPRE, la moindre utilisation d'azote passe par l'introduction de légumineuses en culture principale ou en couvert. Donc, il faut savoir qu'entre 20 et 50% des cultures de vente sont des légumineuses dans les systèmes innovants et que entre 60 et 80% des cultures intermédiaires multiservices qui sont mises en place dans les systèmes innovants ont des légumineuses. Donc, la moindre utilisation de l'azote passe également par l'introduction de cultures nécessitant moins d'azote, par exemple le tournesol, le chanvre ou le millet, et aussi par le positionnement optimisé des cultures dans la rotation pour valoriser au mieux des effets de type engrais vert. Enfin, vous voyez sur les deux graphiques en bas à gauche les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie primaire en fonction de l'azote minéral apporté. Et on voit que ces deux indicateurs sont fortement positivement corrélés au apport d'azote. Et on comprend alors en fait que l'amélioration de ces deux indicateurs, de ces deux critères, passe par des économies d'azote et que donc, dans les systèmes innovants, les légumineuses ont un rôle clé à jouer pour ces deux enjeux. Alors, sur cette diapositive, je vais vous parler d'un exemple de positionnement optimisé des cultures dans la rotation des systèmes innovants pour valoriser au mieux les effets engrais verts. Alors, nous sommes dans le Lauragais sur les séquences en blé dur. Donc, à gauche, vous avez un schéma qui résume une partie de l'itinéraire technique. Dans le système témoin, le blé dur suit un tournesol après une courte période de sol nu. Dans le système innovant, le premier blé dur, qu'on appelle I3, suit un colza sous couvert de lentilles et trèfle qui est conservé après récolte du colza et qui est enfoui pendant la période d'interculture. Le second blé dur, I6, suit un pot d'hiver et une culture intermédiaire de sarrasin qui est récoltée si elle atteint un certain niveau de biomasse. Et quand elle est récoltée, elle est valorisée en cive. Et si le niveau de biomasse n'est pas atteint, la culture intermédiaire est enfouie. Alors, dans les systèmes innovants, on utilise un outil d'aide à la décision qui s'appelle CHN sur cette plateforme pour piloter la fertilisation azotée des blés durs innovants, alors que dans le blé dur, on utilise la méthode du bilan classique. Donc, on observe sur le graphique que vous avez ici les reliquats sortis d'hiver mesurés donc, sur blé dur et on remarque qu'ils sont quasiment systématiquement supérieurs dans les systèmes des blés durs innovants du fait des précédents en légumineuses. Et donc, grâce à l'OAD et en prenant en compte donc, ces différences de reliquats sortis d'hiver et ainsi que d'autres facteurs, ça nous permet de diminuer les apports d'azote minéral sur les blés durs innovants de l'ordre de 70 unités d'azote en moyenne sur les 7 années d'expérimentation. Vous voyez les apports sur le graphique en haut à droite. Et en bas ici, vous avez le rendement en blé dur aux normes. Et on remarque en fait qu'en moyenne, sur nos 7 années d'expérimentation, le rendement des blés durs innovants est quasiment similaire à celui du rendement du blé dur dans le système témoin. Et on a en moyenne 2 quintaux d'écart entre les blés durs innovants et témoins sur les 7 années. Et on a même des années où les blés durs dans les systèmes innovants ont des rendements plus élevés que le blé dur dans le système témoin, comme ça a été le cas en 2023 par exemple. Donc cet exemple nous montre l'importance en fait d'utiliser des outils d'aide à la décision pour prendre en compte les bénéfices d'une plus grande diversité végétale. Et cela nous permet aussi donc de concrètement faire des préconisations de séquences de culture bénéfiques. Alors sur ce graphique, vous voyez la production d'énergie brute en fonction des années par site et par système. Donc la production d'énergie brute d'une culture, c'est le produit de son rendement par son contenu énergétique. Donc sur les graphiques à gauche, on distingue bien l'effet année qui entraîne des variations importantes et qui sont du même ordre pour les deux systèmes de chaque site. On peut voir notamment en Picardie. Donc les plus grands écarts de production d'énergie brute sont de l'ordre de 23% pour la Picardie, 20% pour le Berry et 25% pour le système innovant 2 du Béarn. Ensuite viennent les systèmes innovants de Champagne et de Lauragais, tous deux inférieurs de 7%. Et enfin, le système innovant 1 du Béarn, qui, lui, par contre, produit autant que son témoin. Alors, dans nos systèmes innovants,
les rendements des cultures majeures sont globalement maintenus sur céréales à paille et maïs, mais par contre en légère diminution pour les cultures industrielles, comme la betterave ou la pomme de terre, qui sont en fait plus sensibles au changement de pratique. En revanche, les rendements des cultures mineures sont quasi systématiquement inférieurs aux cultures majeures et subissent également davantage d'échecs de culture que les cultures majeures, du fait de la moins bonne maîtrise technique de ces cultures mineures et de variétés aussi moins optimisées. Et nous avons, pour finir, également un effet dilution des cultures majeures dans les systèmes innovants, du fait de l'augmentation du nombre de cultures. Et ainsi, pour toutes ces raisons, les rendements et la production d'énergie brute à l'échelle de la rotation sont mécaniquement réduits en fait, dans les systèmes innovants. Maintenant, si on regarde la marge directe avec aide, donc sur ces graphiques, vous voyez donc cet indicateur en fonction des années par site et par système. Tous les systèmes innovants et témoins ont une marge directe avec aide positive chaque année, hors Champagne 2023 où il y a eu un certain nombre d'accidents de culture. Néanmoins, les marges directes avec aide des systèmes innovants sont globalement réduites par rapport aux systèmes témoins. Et donc cela s'explique par des produits bruts inférieurs dans les systèmes innovants du fait de la diminution des rendements que j'ai évoqué dans la diapo précédente, de la valorisation insuffisante des cultures mineures et des coûts de production plus élevés en raison des charges liées à l'introduction des cultures intermédiaires et des charges de mécanisation qui sont plus importantes, et le tout malgré la réduction de l'usage des intrants d'IFT et d'azote. Néanmoins, on note que le système innovant 1 du Béarn a une marge directe avec aide supérieure aux témoins, tout comme le système innovant du Berry à partir de 2021. Par ailleurs, nous avons fait l'exercice de regarder l'effet du nouveau régime d'aide PAC couplé et découplé sur les résultats économiques des systèmes CIPRE. Et nos conclusions principales sont que les aides sont réduites dans presque tous les systèmes et de façon plus importante dans les systèmes témoins. De ce fait, les performances relatives des systèmes innovants s'améliorent, mais ce n'est pas suffisant pour combler les écarts avec les témoins. Alors, pour conclure, les systèmes diversifiés selon CIPRE réduisent l'usage des intrants avec moins d'azote minéral apporté et une amélioration des indicateurs environnementaux de consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Ces résultats sont notamment permis par l'introduction de légumineuses en culture et en plantes de service et de l'implantation de cultures faiblement exigeantes en azote. Nous avons également un IFT réduit en moyenne dans nos systèmes innovants grâce à l'allongement des rotations, les alternances des cultures d'hiver et d'été et des pratiques de gestion favorisant le désherbage mécanique. Mais nous ne parvenons actuellement pas à atteindre notre objectif de réduction de 50% des IFT et nous avons même une situation où l'IFT a augmenté. Ce qui illustre en fait les antagonismes qu'on peut observer entre performances et aussi entre performances sur une plateforme et qui sont aussi en lien avec les objectifs que l'on se donne localement. Alors, les systèmes innovants sont productifs et rentables, mais n'atteignent pas systématiquement les performances des systèmes témoins, dans 4 cas sur 6. Les raisons principales sont que les cultures mineures génèrent des marges directes avec aide inférieures aux cultures majeures. J'en étais sur sur la productivité. Donc, les cultures mineures, en fait, génèrent moins de marge directe que les cultures majeures et que les baisses d'intrants permises par la diversification ne permettent pas de compenser les produits bruts et l'augmentation des charges. Et aussi le poids important des échecs de culture qui sont liés aux apprentissages et aux innovations que l'on met en place. Alors, nous n'avons pas observé d'amélioration tendancielle des systèmes innovants par rapport aux témoins, et en fait, on fait l'hypothèse que les effets systèmes ne sont pas encore suffisamment importants dans nos situations pour être mesurés statistiquement. Donc, la diversification est un levier à raisonner au cas par cas. Il n'y a pas de recette prescriptive que l'on peut fournir à l'issue de ces années d'expérimentation. Et les systèmes diversifiés nécessitent une adaptation continue donc de leur culture et des pratiques pour limiter les antagonismes et améliorer les performances. Et donc l'action CIPRE permet d'apporter des enseignements techniques intéressants avec des séquences de culture prometteuses pour les agriculteurs. Et enfin, il faut savoir que des freins restent à lever
qui sont en dehors des parcelles et qui en fait ne concernent pas le cadre d'expérimentation de CIFRE. Je pense notamment au prix des cultures mineures, des niveaux des aides qui sont pas suffisamment importants pour soutenir ces démarches de diversification, aussi des problèmes de structuration de filières pour les cultures mineures, et enfin aussi le développement génétique pour ces cultures qui fait qu'elles ne sont pas toujours optimisées. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le site de CIFRE, où vous pouvez consulter tous les webinaires qui ont déjà été produits et aussi des articles qui ont été publiés sur ce réseau. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir toutes les dernières infos. Et vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes dès le printemps 2024, où il y aura de présentations des démonstrations faites sur les plateformes où on prendra le temps de préciser les résultats techniques. Et vous pourrez aussi rencontrer tous les acteurs locaux de CIFRE. Et si vous souhaitez y participer, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en ligne sur le site de CIFRE. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Loïc. Alors, on a quelques questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Une première question de Patrick Cochard. Plutôt que la mesure d'économie d'azote, n'aurait-il pas été mieux de mesurer une efficacité? Si on a moins d'énergie produite à la fin, est-ce proportionnel à la baisse d'entrée ou est-ce plus efficace dans le système innovant? Alors oui, c'est une bonne question. Donc l'efficacité énergétique, c'est un indicateur que l'on regarde, mais que je n'ai pas présenté aujourd'hui pour gagner du temps. Et globalement, en fait, effectivement, on a une réduction de la consommation d'énergie, mais elle n'est pas. On a également une diminution importante du rendement, ce qui fait qu'en fait, cet indicateur est équivalent entre systèmes innovants et témoins. Il n'y a pas de différence. On n'est pas plus efficace dans les systèmes innovants sur sur l'efficacité énergétique. Merci. Alors, deuxième question de Denis Lehir. La productivité des couverts d'interculture multiservices n'est pas intégrée à la productivité des systèmes. Donc, c'est la question. Ce serait intéressant car c'est une production d'énergie réinvestie dans l'agrosystème, qui correspond aux besoins en énergie de la vie du sol. Alors oui, effectivement. Alors je peux apporter quand même des compléments, c'est-à-dire qu'en fait, quand la culture intermédiaire atteint un niveau de biomasse suffisant, elle est exportée sous forme de cive, donc valorisée de façon énergétique. Et donc dans ce cas-là, le rendement de cette cive est inclus dans la production d'énergie du système. Sur nos parcelles, on mesure également la biomasse des cultures intermédiaires qui ne sont donc pas exportées, mais effectivement, on n'ajoute pas cette production d'énergie à la production d'énergie totale du système. Donc, ça pourrait permettre de compenser un petit peu les écarts, effectivement. Voilà. Alors, juste une petite précision, les cives ne sont pas produites sur l'ensemble des plateformes, on n'a que certains systèmes qui les mobilisent. Juste petite nuance. Et petite demande de Loïc, est-ce que tu peux remettre la diapo avec les colloques, comme ça, au moins les gens ont le temps de noter les dates, si jamais vous voulez venir. Merci. Alors, une question de Geoffroy Houdoir. Dans le système Béarn Innovant 2, la production d'énergie brute chute fortement, sans rebond comme dans le témoin. À quoi cela est-il dû? Alors, je vais retourner. Ah oui, alors là, il y a un petit... l'explication, c'est qu'on a un changement de système à partir de 2022, c'est ça, Marie? Le changement de la rotation en 3 ans, oui, c'est même 2021, ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a un changement de rotation ici, et cette rotation est actuellement moins productive. Donc, en fait, on a une rupture ici du système. Donc, ça explique en partie la diminution relative. Et elle est beaucoup moins productive parce que ce premier système innovant en 3 ans qui était testé, c'était une rotation donc en 3 ans à base de double culture tous les ans. Oui. Donc on avait une production assez intense à l'échelle à l'hectare et on est repassé sur une rotation en 3 ans avec une culture par an et éventuellement un couvert non récolté en amont, donc d'où la baisse de productivité. Ok, une autre question. Est-ce que
on a eu des échecs qui pourraient expliquer les résultats inférieurs en système innovant. Échecs aussi bien sur les cultures principales que sur les cultures mineures. Alors oui, ça c'est un point que vous Pas vu montrer. ton diapo, Loïc. Ah oui, oups. Oui, c'est vrai. Alors oui, en fait, on a mesuré donc dans les systèmes innovants, les échecs. Donc ce qu'on a appelé échec entre guillemets, hein, c'est une culture qu'on sème mais qui n'est pas menée jusqu'au bout, donc qui n'est pas récoltée. Et donc dans les systèmes innovants, il y a beaucoup plus d'échecs que dans les systèmes témoins, qui sont eux très optimisés, avec des cultures très connues, des pratiques très maîtrisées. Et donc en fait, les échecs dans les systèmes innovants sont surtout liés aux cultures mineures. Donc ça passe pour des facteurs autant enfin abiotiques et biotiques. Donc ça peut être des cultures mineures d'été où pas suffisamment de pluviométrie pour que ça lève correctement, ou en facteur biotique, ça peut être aussi simple que des oiseaux qui vont en fait manger toutes les graines de ces cultures-là, et en fait on n'arrive pas, on sème plusieurs fois, mais on n'arrive pas à les implanter dans les bonnes conditions, et au final en fait la culture, il n'y a pas suffisamment de biomasse pour récolter. Euh, Après, un point intéressant, c'est que dans nos systèmes innovants, il y a aussi une catégorie qu'on appelle échec partiel. C'est validé, c'est une échec, c'est notre culture qui était prévue dans le système l'année N, qui donc subit un échec, et on s'adapte et on en ressème une suivante qui donc n'était pas spécialement prévue à la base, et quand on arrive à amener au bout, donc ça permet de compenser un peu du coup la perte d'une culture. Et donc on compense un peu par cette adaptation. Mais il faut savoir qu'en fait, dans nos calculs, on prend en compte ces coûts de ressemis ou de passage supplémentaire d'outils. Et donc ça pèse en fait dans les coûts de production. Et c'est une partie des facteurs explicatifs des moins bonnes performances de production des systèmes innovants, et aussi par conséquent de marge brute, enfin de différence de marge directe. Alors, une nouvelle question de Benjamin Louvrier. Dans le système Picardie, il y a une baisse des IFT. En quelle année avez-vous planté la pomme de terre? Selon l'année, la pression mildiou peut être très variable et donc influencer les IFT du système. Alors en fait, dans CIPRE, oui, j'ai peut-être oublié de le dire, toutes les cultures sont présentes tous les ans. Donc toutes les cultures de chaque système sont présentes tous les ans. Donc la pomme de terre en Picardie est présente chaque année sur le système innovant, et aussi sur le système témoin. Donc les années qui sont moins favorables, l'IFT sur cette culture augmente dans les deux systèmes. Mais après, pas forcément toujours de la même manière, parce que les pratiques de gestion sont différentes entre les systèmes. Merci Loïc. Une nouvelle question. Avez-vous utilisé plus de travail mécanique, moins de labour, mais plus de passage, des abages mécaniques? Et est-ce que les charges de mécanisation sont maintenues? Est-ce que et complémentaires, est-ce que les baisses d'IFT et d'azote font baisser les charges en intrants? Alors, sur ce dernier point, oui. Alors, en IFT, les charges d'être en IFT sont réduites surtout sur les plateformes où l'IFT est globalement réduit. Donc, dans le Lauragais, comme l'IFT augmente, les charges d'IFT augmentent. Pour l'azote, les charges d'azote minéral sont réduites quasiment dans tous les systèmes. Et vous voyez ici sur ce graphique la fréquence de labour et le nombre de cultures de vente. Donc vous avez ici à la base des flèches le niveau du système témoin, et le bout de la flèche est le niveau du système innovant. Donc, par exemple, la lecture, c'est que dans le système Béarn, donc témoin, le T3, alors non, ça ne devrait pas être ça. Pourquoi il n'y a pas... Ah oui, si, pardon. T3, c'est le nom d'un des systèmes innovants. Donc en fait, on voit que dans le Béarn, le système référence, c'est un maïs en monoculture, donc qui est labouré tous les ans. Donc la fréquence de labour, c'est 100%.
et il n'y a qu'une culture de vente. Et dans les systèmes innovants, par exemple ici, il faut, dans le système Béarn en I1, il faut voir donc le labour est à 33%, donc il réduit à un labour une fois tous les 3 ans. Et on voit que l'augmentation et le nombre de cultures de vente est ici donc de 5. Donc on voit que globalement, si on regarde l'ensemble des points, on tend vers une diminution du labour. Et on aurait à peu près les mêmes résultats si je prenais comme indicateur ici fréquence de travail du sol profond. Et donc, cela amène à une diminution des charges de mécanisation. Mais comme je disais, en fait, cette diminution de charges de mécanisation d'intrants d'azote et d'IFT ne compense pas en fait les moindres produits bruts des systèmes innovants, donc des rendements fois les prix de vente des cultures, mais aussi du coup les coûts associés à l'introduction de cultures intermédiaires et voilà, le coût d'introduction de cultures intermédiaires. Ok. On voit que du coup, je me pose moi une question. Oui, oui. On voit que donc la diversification, elle est plutôt bénéfique pour atteindre les objectifs en termes d'azote et d'IFT qu'on s'était fixés. Est-ce qu'on pourrait travailler sur son poids? Parce que donc là, les dispositifs nous font tester des cultures diversification à ISO, poids par rapport à des cultures majeures. Est-ce qu'on pourrait travailler sur le pourcentage de cette diversification pour arriver à des marges, à des indicateurs économiques équivalents au système témoin? Alors, je vais peut-être donner quelques éléments. Après, peut-être que si Marie ou Clotilde, vous voulez compléter, n'hésitez pas. Donc, en fait, Cypre, la mise en place des plateformes a été en 2016 pour 10 ans. Donc, on va bientôt arriver on va dire, à la fin d'un premier cycle majeur. Et donc, on va se poser à la fin du cycle des questions de, voilà, est-ce que on essaie de reconcevoir certains systèmes pour améliorer les performances, notamment sur les rendements et les marges. Donc, c'est des questions qu'on va se poser. Et donc, pour compléter ta question, en fait, il faut savoir que dans notre dispositif, on a donc nos parcelles qui font de 5 à 10 hectares. Et donc, dans ces grandes parcelles, on a des micro-parcelles avec chaque culture de chaque système chaque année, avec 2-3 blocs en fonction des sites. Et en fait, dans nos résultats, donc on fait nos mesures sur ces parcelles et ensuite on utilise Cyster pour extrapoler en fait ces parcelles à des exploitations de taille cohérente avec les exploitations qui se situent au niveau des plateformes. Et donc, lors de cette extrapolation, comme tu disais, on donne un poids égal à chaque culture de chaque système. Donc, par exemple, dans notre système, voilà, on va prendre le cas du Lauragais, ce sera facile à expliquer. Dans notre extrapolation, il y a 50% de notre assolement en blé dur, 50% de notre assolement en tournesol, donc dans le système témoin. Et il se trouve que le blé dur, c'est la culture qui participe le plus à la marge directe du système. Et dans notre système innovant, donc vous voyez toutes les cultures présentes, donc c'est pas l'enchaînement ici, vous avez uniquement les cultures présentes. Mais voilà, par exemple, le poids d'hiver a ici autant de poids dans l'assolement que une parcelle de blé dur. Donc vous voyez bien que, comme j'ai expliqué, souvent les cultures mineures ont des rendements inférieurs et des marges directes avec aide inférieure. Donc en fait, cet effet de la dilution des cultures majeures pèse beaucoup dans la marge directe des systèmes. Et cette situation où on aurait une répartition équivalente de chaque culture à l'échelle de l'exploitation, c'est pas finalement des situations qu'on observe réellement sur l'exploitation. Donc effectivement, on essaie de réfléchir à pourquoi pas pondérer, mettre peut-être un peu moins de surface sur ces cultures mineures pour pouvoir en fait un peu se rapprocher de situations réelles d'exploitation et en fait améliorer les performances des systèmes innovants. Parce que voilà, en pratique, ce cas de figure de ISO taille des parcelles n'existerait pas. Ouais, si tu as quelque chose à compléter, Marie, n'hésite pas. Non, ça paraît
Alors, il y a Clotilde qui fait Oui. un complément dans le chat. Oui, voilà, les systèmes innovants n'ont pas vocation à être mis en place tels quels dans les exploitations réelles. Ce sont des laboratoires pour développer certains enseignements. Et d'ailleurs, finalement, le poids des leviers qu'on met en place nous permet aussi d'observer justement des choses aussi positives sur la partie azote, sur la partie IFT. Et sur la partie carbone, par exemple, dont on n'a pas parlé ici. Et parmi les enseignements sur les leviers de diversification, on a des séquences prometteuses qui sont travaillées. On reconfirme l'intérêt du colza qui est conduit de manière associée, donc la conduite type colza robuste qui a été développée par Terrinovia. Le côté succession d'une double culture de printemps qui porte ses fruits sur la céréale qui suit, qui se révèle très propre et qui a un IFT herbicide très faible, et des effets précédents légumineuses, notamment sur le blé dur dans le Lauragais, avec le côté disponibilité en azote qui est renforcé et qui permet d'avoir des choses assez intéressantes à voir sur la conduite du blé dur qui suit. Ah oui, est-ce qu'on peut développer les questions sur les Z-Pack qui évoluent peut-être, pour donner quelques éléments d'information? Oui. Alors, donc c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui évolue ou le résultat? Et bien peut-être comment dire, est-ce que ce levier nous permet d'atteindre la partie paiement vert? Alors, donc dans le nouveau régime PAC, il y a le grand changement, c'est les éco-régimes, donc qui remplacent les paiements verts. Et en fait, ces éco-régimes, donc il y a plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau où on ne reçoit pas d'éco-régime, un niveau standard et un niveau supérieur. Et donc l'atteinte des niveaux se fait selon un barème à points. Et il faut savoir qu'il y a 3 voies possibles pour obtenir les éco-régimes. Donc la première voie, c'est une voie qu'on appelle voie de pratique agroécologique. Donc c'est la mise en place de pratiques qui sont assez proches finalement de celles qu'on peut mettre en place dans CIPRE, donc l'allongement avec l'allongement des rotations dans les systèmes innovants. Il y a une seconde voie qui correspond à la certification environnementale des exploitations. Et une troisième voie qui correspond à la mise en place d'infrastructures agroécologiques à l'échelle de l'exploitation. Alors, on a fait une simulation donc, par rapport à notre réseau CIPRE. En fait, on a pris les performances techniques des systèmes en 2021 et 2022, avec donc, voilà, les performances observées et les Z-Pack correspondantes mais du coup de l'ancien régime, donc 2021-2022. Et en fait, on a pris ces performances techniques et auxquelles on a appliqué en fait ce que seraient les aides si on avait été dans le nouveau régime PAC. Et donc, il se trouve que globalement, toutes les aides totales, donc à l'échelle des systèmes diminuent, parce que les montants diminuent. En fait, les systèmes témoins qui sont relativement peu diversifiés dans nos plateformes n'obtiennent quasiment jamais d'éco-régime. Donc, dans les systèmes témoins, il y a quand même une baisse importante du montant des aides. Et donc, nos systèmes innovants, eux, par contre, obtiennent quasiment systématiquement le niveau supérieur des éco-régimes, donc le niveau maximal. Et donc, il y a quand même un écart assez important dans les aides totales entre les systèmes innovants et témoins. Mais en fait, cette différence ne permet pas de compenser les différences de rentabilité entre les systèmes. Donc, il y a juste une diminution des écarts relatifs entre systèmes innovants et témoins. Donc, on conclut que finalement, le nouveau régime d'aide PAC ne va pas forcément permettre à lui seul de développer des systèmes très diversifiés. Et il y a même des études qui ont été faites par des collègues INRAE qui montraient que finalement, un grand nombre de systèmes actuels obtiennent des niveaux d'éco-régime standards, voire même supérieurs, sans forcément trop changer leurs assolements. Voilà. Et Pardon. oui. Non, je pensais que tu avais terminé.
Oui, je vais terminer, ouais. Sinon, je vais pas m'arrêter. Du coup, ça répond à la question de Clotilde sur le fait que l'éco-scheme permet au système innovant de retrouver le niveau de système de rentabilité des témoins. Finalement, pas vraiment. Non. Par contre, ça renforce, juste pour terminer, le système innovant du Béarn, qui avait déjà une marge directe avec aide supérieure et, par rapport aux témoins, et le système Berry, qui depuis 2021, le système innovant Berry, qui depuis 2021 a une marge une rentabilité supérieure aux témoins. En fait, là, par contre, ce nouveau régime améliore encore plus les écarts et conforte encore plus ces systèmes sur ce point-là. On a une question sur les crédits carbone. Est-ce qu'ils sont une voie complémentaire pour améliorer la performance économique? Alors, il y a eu des travaux faits dans le cadre de CIP sur ça. Genre, je ne les ai pas forcément bien en tête, mais je vous invite à aller sur le site CIPRE si vous voulez les consulter. J'imagine qu'ils y sont. Sur le principe, évidemment, oui, le paiement pour services environnementaux, quels qu'ils soient, irait globalement dans le sens des systèmes innovants. On a vu qu'ils avaient globalement des meilleures performances environnementales. Sur les calculs les indicateurs de stockage du carbone, il me semble que globalement, les systèmes innovants sont meilleurs que les systèmes témoins et que donc ces derniers avaient accès à davantage de crédits carbone que les systèmes témoins. Mais en fait, il se passe de mémoire la même chose que pour les nouveaux régimes d'aide PAC, c'est que ce n'est pas suffisant pour inverser les tendances de rentabilité. Mais ça participe à réduire les écarts. Mais ce n'est pas suffisant en soi pour que tous les systèmes innovants aient une rentabilité équivalente au système témoin. Et pour compléter, le bilan carbone des systèmes innovants a fait l'objet du premier webinaire de cette série. Donc, vous retrouvez le replay avec l'ensemble des chiffres du coup, sur le site internet de CIPRE. On a une question sur l'usage de pro sur les plateformes, donc qui n'est pas fait sur l'ensemble des plateformes et qui dépend un peu de la culture. Est-ce que l'application des pros a influencé la marge? Alors, Joker, Marie, tu sais répondre? Non, mais c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse tout de suite. Moi non plus, En tout cas, on n'a pas spécifiquement, encore spécifiquement utilisé, analysé ce levier-là particulièrement parce qu'il est, voilà, comme je disais, il est mobilisé de manière relativement anecdotique pour le moment sur 2 plateformes sur 5. Et donc on n'a pas forcément fait de zoom dessus. On en tient compte dans les calculs de bilan carbone, dans la comparaison sur l'usage de l'azote et tout ça, mais on n'a pas fait particulièrement d'analyse sur l'effet sur la marge. Mais qui, je pense, serait quand même assez anecdotique vu qu'en Picardie, compte tenu du nombre de cultures dans la rotation, voilà, je ne suis pas sûre que ça pèse beaucoup. Mais bon, à regarder de plus près. On a une nouvelle question aussi sur, à côté de systèmes de rotation, est-ce qu'il est prévu de réfléchir à des systèmes de culture en bande alternée, une sorte de rotation dans le paysage pour casser l'homogénéité? Ça, c'est quoi? Le changement d'échelle, c'est-à-dire, c'est-à-dire travailler plutôt à une échelle territoire ou? Eh bien, je ne sais pas trop parce qu'en fait, si je peux me permettre une réponse de ce que j'ai compris de la question. En fait, on est déjà sur des systèmes en bande. On a des parcelles qui sont donc en bande. Je ne sais pas si tu as une photo d'un des dispositifs pour montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà. Donc, on est vraiment sur des parcelles taille, des grandes bandes qui font une quarantaine de mètres de large sur une centaine de mètres de long pour les plus petites. Et donc, on est déjà sur des îlots assez diversifiés, ce qui nous occasionne notamment les fameux dégâts de prédation d'oiseaux, parce qu'à l'échelle du paysage, on représente un îlot de diversité qui casse pas mal l'homogénéité des alentours. Donc, on en fait un peu les frais sur ces dispositifs. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est adaptée à la question, mais... Et peut-être qu'on ne travaille pas du tout le levier infrastructure agroécologique dans le système. Dans CIPRE, on ne plante pas des haies ou on ne s'intéresse pas à cet effet-là, même s'il est intéressant, mais ce n'est pas l'objet de notre cadre d'expérimentation.
On a essayé de mettre quelques bandes fleuries en Champagne pour la partie, pour essayer comment dire, vu que les betteraves sont conduites sans néonicotinoïdes pour essayer de favoriser les régulations naturelles pour gérer les pucerons, mais c'est le seul exemple qu'on ait sur l'ensemble des 5 sites. Alors, je vérifie que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Ah oui, une question, pour le coup, je ne pense pas qu'on le fasse. Calculez-vous le NODU en plus des IFT? Non. Effectivement, ça pourrait être intéressant pour se comparer à des références plus territoriales. Mais en fait, on utilise Sister pour le calcul des indicateurs et Sister ne calcule pas le NODU. Donc, on n'utilise que l'IFT actuellement. Ok. Merci Loïc. Si je vous laisse encore peut-être 2 minutes pour poser une ou deux dernières questions. Oups, je vais trop loin. S'il reste un peu de temps, tu peux peut-être, Marie, parler un peu des rendez-vous en plateforme. Je ne sais pas si tu as un mot à dire en particulier. Eh bien, on peut simplement dire que donc chacune des plateformes fera l'objet d'une demi-journée au champ à partir du 16 mai. Dans le Berry. Ensuite, ce sera le 30 mai en Picardie, le 6 juin sur le Lauragais et le 11 juin dans le Béarn. Ce sera l'occasion pour chacune des plateformes de vraiment partager les enseignements acquis pendant ces 8 années d'expérimentation, selon des programmes qui vous seront détaillés dans les prochaines semaines, qui sont en cours de finalisation aujourd'hui. Ces demi-journées seront donc organisées sous format d'ateliers thématiques et seront suivies ou précédées, ça dépend un peu des organisations, d'un repas entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de CIPRE. Vous pouvez bien sûr participer à une ou plusieurs journées en fonction de vos intérêts sur les différentes problématiques. Et donc, on vous attend nombreux parce qu'on a vraiment à cœur de délivrer les enseignements techniques que permettent de générer ces dispositifs assez uniques en leur genre. Et ce sera aussi l'occasion de rencontrer les représentants locaux de CIPRE parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur cette action. Donc, beaucoup d'agents locaux qui ont beaucoup de connaissances et de choses à partager sur toutes les cultures et les systèmes. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre attention. Merci Loïc pour la présentation. Merci Marie. À bientôt.